Nous allons commencer par procéder à l'appel. André Molino pour voir à Sophie Selton. Sophie Selton. Présente. Je vais voir qui répond. N'est pas encore arrivé. Lisa Anouche. Visioconférence. Oui, elle est là. Arthur Mélis. Oui, on a bien entendu. Merci, Lisa. Sylvie Laurent. Qui est en visio, on a bien entendu. Émilien Goguen-Mazé. Christine Arnaud. Christine Ben Saïd pour voir à Djelou Voiret. Carole Algan. En visio, on la voit. Patrick Magro pour voir à Ludovic Diméo. Denis Cani. Gérard Escoffier. Il est en visio. Patrick Dubessé pour voir à Audrey Servolatch. Marie-Catherine Biancourt. Hélène Ferrandi. Il est en visio. Rosalie Mandras. Et pour voir laquelle le vote. Oui. Manuel Pinto. Djelou Voiret. Ludovic Diméo. Anne Olivero. Présente. Gaël Lecoq. Virginie Autier en visio. Bonjour. Bonsoir. Sophia Filaïtalbi. Présente. Audrey Servolatch. Présente. Jérémy Martinez. Pour voir Émilien Goguen-Mazé. Carole Alborio. Présente. Paul Gonzi. Maëva de Chaliès-Sanchez, qui doit être en visio. Bertrand Cournet. Martine Carmona Fourneron, qui doit être en visio. Ok. Patrick Fourneron. Ok. Et Thierry Audibert. Ok. Pierre qui me dit présent. Très bien. Merci. Valablement délivré. Je vous remercie. Avant de commencer, si vous en êtes d'accord, notre conseil municipal, après échange avec monsieur le maire, je vous propose de faire une minute de silence pour Paul Fada et Jean Crespi, si vous voulez bien. Et en particulier, excusez-moi d'avoir un petit message particulier à l'attention de Paul Fada, mon ami et camarade. S'il vous plaît. Un Fourneron, super. Comment? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Sinon, la sonne très mal. Merci. Je vous remercie. Donc pour commencer, je vous demande de bien vouloir approuver le procès-verbal de la séance publique du conseil municipal du jeudi 17 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Très bien. Adopté. Donc, rapport numéro 1. Le projet de délibération du débat d'orientation budgétaire. Nous avons eu l'occasion en commission des finances d'aborder cette question de manière très pointue. Ceci dit, je vous propose quand même de revenir sur ce débat. D'abord, je vous rappelle les objectifs du débat d'orientation budgétaire, de discuter et d'échanger sur les orientations générales du budget, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, et une étude relative à la plaque pluriannuelle
sur les dépenses de fonctionnement des opérations d'investissement. Je reviendrai très rapidement sur le contexte économique et social au niveau national. Comme vous le savez tous, nous abordons notre débat des orientations budgétaires dans un contexte inédit. Nous sommes en pleine crise sanitaire et celle-ci engendre une crise économique et sociale qui est dévastatrice pour les populations, les salariés, le tissu économique en général. Une crise qui atteint le moral des populations, des jeunes. Nous avons eu l'occasion d'aborder cette question de manière un peu plus... en particulier sur la question des jeunes et des seniors dernièrement. Donc nous sommes dans une situation particulière puisque nous sommes dans l'incertitude quant à l'élaboration des exécutions du budget 2021. Au niveau national, le PIB au premier trimestre a chuté de 13,8%. La perte d'activité est de 8,3 en moyenne sur l'année 2020. Et en même temps, le gouvernement a fait des propositions afin de soutenir les entreprises et limiter la hausse du chômage, avec un coût estimé de 31 milliards de 1,3% du PIB concernant des aides. Ces mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, le chômage qui s'était stabilisé à 8,4 en 2019 évoluerait de 9,1 en 2020. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ces mesures de l'État, qui sont importantes, on l'a vu, en particulier pour le petit commerce et pour les entreprises à cette thème en particulier, risquent d'avoir des répercussions qui soient reportées sur l'année 2021. Au niveau national, nous comptons 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et parmi ces nouveaux pauvres, beaucoup de jeunes et d'étudiants. Les permanences du Secours populaire à cette thème nous montrent que nous ne sommes pas épargnés par ces questions. Dans notre département, nous comptons plus de 10 000 bénéficiaires du RSA en plus, ce qui n'est pas une mince affaire. Et nous avons vu lors des permanences, en particulier du CCAS et du service Action sociale, que cette question-là était aussi importante. Madame Arnaudot pourrait le souligner mieux que moi encore. Concernant les dispositifs relatifs aux collectivités et aux collectivités locales, ce qui est annoncé, c'est le maintien du gel de l'enveloppe normée et le soutien à l'investissement. Normalement, l'enveloppe de la DGF du bloc communal devrait être stable. Elle est fixée au niveau national à 26,8 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités. En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des communes diminue de 9 millions d'euros, financer la hausse des autres dotations de l'enveloppe normée. En raison de la crise sanitaire, la troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a instauré une série de mesures de soutien aux collectivités. L'une d'entre elles est la compensation des pertes des recettes fiscales et domaniales subies en 2020, liées directement à l'épidémie. Il faut noter que notre collectivité n'a pu bénéficier de cette mesure en raison notamment de la progression des recettes fiscales en 2020. Concernant l'investissement, l'État poursuit la hausse de certaines dotations, comme la dotation d'équipement de territoire ruraux ou la dotation de soutien à l'investissement. Au niveau de la péréquation, pour la troisième année consécutive, la progression de la péréquation sera financée intégralement au sein de la DGF, ce qui a pour conséquence d'alléger la ponction faite sur les variables d'ajustement et d'augmenter d'autant l'écrêtement des dotations forfaitaires. Le FIP, le Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, a été définitivement stabilisé à 1 milliard d'euros. La DSU augmente comme en 2020 de 90 millions et les autres dotations sont dans une légère augmentation ou stable comme la DSR et la DNP.
Concernant la réforme fiscale, la taxe d'habitation, on continue dans le mécanisme qui va vers la suppression de la taxe d'habitation. Donc, ce mécanisme, dès 2021, la perte de produit de la taxe d'habitation doit être compensée pour la commune par l'attribution de la part départementale de la taxe foncière. Le département, qui perd le seul impôt à pouvoir de taux qui lui restait, perçoit à la place une fraction du produit de la TVA. Ça, c'est au niveau national. Effectivement, il y a aussi un essai de relance économique au niveau national. On en avait discuté avec la baisse des taux de cotisation sur la valeur ajoutée, la baisse du plafonnement, tout un tas de mesures pour essayer de travailler à la relance économique, tout comme concernant la taxe de la consommation, il y a une nouvelle perte de ce levier fiscal pour les collectivités, puisqu'on ne pourra plus délibérer sur le tarif de la taxe d'électricité désormais fixé au maximum d'ici 2023. Concernant notre commune, nous ne sommes pas épargnés par la crise sanitaire. Le contexte économique nous sommes dans la même situation que tous, et donc nous sommes dans une situation où fixer des objectifs budgétaires ne sont pas simples. Nous en avons discuté avec l'ensemble des élus chargés de commission et avec les services. Donc voilà. Concernant l'épargne brute, pour commencer, et à partir du bilan de l'année 2020, contre toute attente, ce niveau s'améliore, puisqu'il atteint un montant de 2 079 817 000 euros. Donc cette progression de 10% s'explique par le recul des recettes réelles de fonctionnement et moins important que celui des dépenses réelles liées de fonctionnement, respectivement moins 0,62% et moins 2,33%. Les dépenses de fonctionnement diminuent en raison de la fermeture de plusieurs services, de l'annulation de nombreux événements culturels pendant la phase de confinement. Donc vous avez le détail, page 20, de l'évolution de ce chapitre. Je ne vais pas vous le détailler de manière précise, mais juste deux chiffres. Une baisse des charges à caractère général de 10,07 et une progression des charges de personnel de 1,04%. Soulignons le soutien de la CAF qui, malgré la fermeture des crèches, a permis d'amortir le choc, tout comme le dynamisme de la fiscalité et la stabilisation des dotations de l'État. En 2021, il nous faudra donc maintenir ce niveau d'épargne brute malgré la menace d'un nouveau confinement, en prenant en compte de nouveaux besoins imputés aux dépenses de fonctionnement, notamment dans le secteur de la restauration, avec la mise en service de la nouvelle cuisine centrale. Nous aurons sûrement l'occasion d'en rediscuter. Comme vous le savez, pour éviter de voir nos ressources d'investissement chuter à long terme, il sera indispensable de poursuivre les efforts en investissement tout en rationalisant les choix pour éviter de générer de nouveaux frais de fonctionnement. Donc, cette question est une question très importante. Concernant les dotations de l'État, sur la dotation, la DGF, l'enveloppe, comme je le disais tout à l'heure, de la même manière qu'au niveau national, est stable à périmètre constant. Notons une augmentation de 59 habitants. Donc pour 2020, une DGF qui est à 1 345 580 000 euros. La DSU, comme l'enveloppe nationale, augmente d'environ 3%. Et ensuite, concernant la dotation nationale de péréquation de la commune, elle devrait être comparable à celle de 2020, soit une attribution d'environ 150 000 euros. Concernant les contrats,
La ville, évidemment, on poursuit le travail avec le contrat de ville Marseille-Provence Métropole, qui est signé avec l'État, la région et le département et la métropole. Dans ce cadre-là, nous serons très attentifs au plan de relance annoncé par l'État en matière de l'amélioration de ce point de vue-là. Nous attendons des informations complémentaires. Sur le contrat enfance-jeunesse, le CEJ, en lien avec la CAF, nous aurons sûrement à rediscuter avec la CAF dans le cadre de la nouvelle réorganisation des services de la caisse d'allocation familiale, mais il ne devrait pas y avoir de modification sur les montants qui nous seront normalement attribués dans le cadre de ce contrat. Les autres financements, on a les subventions du conseil départemental, en particulier sur nos projets d'investissement. Cela représente un montant, par exemple sur les crèches municipales, ce qui représente un montant d'environ 28 000 € par an. Et depuis 2020, un montant supplémentaire de 4 000 € nous est accordé pour les actions dans le cadre d'un appel à projet qui nous tient beaucoup à cœur pour l'enfant en situation de handicap. Sur les financements CAF hors CEJ, nous avons le soutien aux activités périscolaires qui sont menées par la commune dans le cadre et l'accueil de loisirs dans le cadre du service jeunesse. Cette aide représente à peu près 27 000 €. Sur le fonctionnement des crèches, nous avons le versement de la PSU. Cette PSU perçue par la commune pour la totalité des enfants accueillis dans les deux structures s'élève à 350 000 €. Et à ces aides s'ajoutent des financements pour l'accueil dans nos crèches d'enfants porteurs de handicap. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente à peu près un financement de 20 000 € par an et par crèche. Concernant la fiscalité locale, les taux donc seront stables pour 2021. Ils ont été revalorisés en 2020 pour toute la durée de la mandature. En tout cas, c'est notre volonté de pouvoir poursuivre ainsi. La taxe d'habitation, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sera plus encaissée par la commune, qui percevra à la place des produits de la part départementale du bâti foncier. On a une interrogation notamment sur les nouveaux logements qui seront construits par la commune, qui ne produiront pas de nouvelles bases fiscales. Donc comment vont être compensés ces produits? Pour l'instant, on craint à moyen et long terme une perte de dynamisme fiscal de ce point de vue-là, et c'est un petit peu inquiétant. Concernant la fiscalité, c'est les grandes questions qui sont posées de ce point de vue-là. Et en 2021, concernant les recettes de fonctionnement, elles devraient augmenter par rapport au budget primitif de 2020, qui tenait compte du cofinancement du printemps et de retrouver un niveau comparable à celui de 2019. Les dotations devraient être stables, les recettes d'exploitation des domaines en hausse par rapport à 2020, mais à un niveau moindre qu'en 2019. Je vous invite à regarder les graphiques, notamment le graphique des impôts et taxes et de l'évolution des dépenses de fonctionnement que vous avez sous les yeux. Concernant les charges à caractère général, l'exécution du budget qui sera analysée plus dans le détail lorsque nous voterons le compte administratif est fortement impactée par la crise sanitaire. On a eu l'occasion d'en parler. Par exemple, on voit des secteurs chuter et certaines dépenses progresser. Celle qui chute le plus, évidemment, c'est la restauration scolaire et des seniors, la petite enfance et les transports. Mais en même temps, la gestion de la pandémie a donné lieu à la prise en charge de dépenses exceptionnelles, à savoir achat de matériel, de produits d'hygiène et de nettoyage, masques pour la population et les agents, cellules d'écoute psychologique, des dépenses qui représentent environ 150 600 €. Il faut noter aussi qu'il y a eu des dépenses dans le même ordre d'idée en matière d'investissement pour 35 000 €. Concernant les charges de personnel, elles s'élèvent pour l'exercice 2020 à 8 510 306 €.
ce qui représente une augmentation de 1,04%. En 2020, on retrouve une évolution plus classique du chapitre, puisqu'il y avait une évolution suite à la municipalisation du service jeunesse l'année d'avant. Mais la crise sanitaire n'a pas eu d'effet à la baisse, puisque nous avons fait le choix de maintenir tous les emplois des agents non titulaires, même en phase de fermeture des crèches et des écoles, et qu'à cela, il faut ajouter des remplacements dans certains secteurs des agents en maladie ou en autorisation d'absence pathologique. Pour 2021, ce chapitre des dépenses de personnel devrait évoluer de plus 1,5%. Je vous laisse regarder l'évolution des effectifs et la structure de l'évolution des effectifs. Donc, comme vous pouvez le voir, les effectifs ont augmenté de 7,9 pour un total de 218 agents, ce qui, par rapport à certaines communes, n'est pas tellement... et par rapport aux services rendus, notons que je tiens à souligner à ce moment du débat, de toute l'action des agents du service public, de leur mobilisation dans cette période de crise et qui a été sans faille et qui continue de l'être. Donc je pense qu'on peut les remercier de ces actions qui ont été très très importantes dans cette période et pas toujours dans des conditions très faciles, il faut bien le dire. Donc en même temps sur ce volet de charge de personnel, on sait que ce volet d'élaboration de ce budget est très lié aux questions nationales et aux décisions au niveau national, par exemple sur la revalorisation du SMIC. Et on sait aussi que dernièrement, il y a eu une augmentation du point d'indice, mais pendant des années, je rappelle que tout ça a été gelé et les rémunérations du personnel et des agents du service public ont été gelées pendant très longtemps. Donc voilà. Au début du confinement, autre information aussi qui nous a pesé au niveau du budget, c'est qu'au début du confinement, on avait un remboursement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Aujourd'hui, les absences de ces agents en autorisation spéciale qui ne peuvent pas travailler ne sont plus remboursés et donc ça pèse aussi sur notre budget. Donc vous avez le graphique page 19 avec la structure des rémunérations avec un certain nombre d'informations, donc je vous laisse regarder les traitements de base et les diverses informations en matière de charges et de primes, etc., etc. Concernant la dette, nous sommes dans une tendance à la diminution des charges financières qui se poursuit avec 66 014 en 2020 contre 78 979 en 2019. Pour l'exercice 2021, une nouvelle baisse d'environ 7,6% des intérêts de la dette est prévue, notamment grâce au choix de ramener notre montant d'emprunt à 300 000 € par an. Un prêt d'ailleurs de 300 000 € a été contracté au titre de l'année 2020 auprès de la Caisse d'épargne. Il est remboursé sur 15 ans à un taux fixe de 0,94%. Et une campagne d'emprunt va être lancée au premier semestre 2021. Sur le capital de la dette, le volume annuel d'emprunt a été ramené à 300 000 par an, je l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez voir que sur les encours totales de la dette au 1er janvier 2021, on est plutôt dans une dynamique intéressante et 69% de notre dette est remboursée à taux fixe, ce qui est important parce que M. Magron n'est pas là, mais il a tendance à rappeler que nous n'avons pas d'emprunt toxique et il a raison, c'est important. C'est important. Sur le volume des investissements, donc le rythme soutenu des investissements se poursuit en 2020.
Les dépenses réelles d'investissement représentent 6 323 260 000 euros, dont 1 061 903 d'acquisition de biens. Nous avions eu l'occasion d'en parler, notamment sur tout ce qui concerne l'habitat et le projet d'amélioration de l'habitat, en particulier dans le centre ancien. La montée en puissance des dépenses d'investissement des dernières années nous a permis de réaliser la mise en place de la vidéo, la construction du bâtiment d'élevage Caprin, les travaux d'extension des écoles Jacques Prévert et Tranchier, la réfection du site Louis Aragon, la mise en accessibilité des bâtiments communaux et la réfection de la pelouse d'Équigny et l'aménagement du préau et de la cour Langevin-Vallon. Évidemment, on ne devrait pas tarder à voir le jour de la nouvelle cuisine centrale et l'acquisition de terrain de logement. C'est le projet dont je parlais tout à l'heure. Les financements perçus s'élèvent à 2 232 967 000 euros, ce qui représente un taux de cofinancement de 38%. Donc on est plutôt dans quelque chose d'assez dynamique de ce point de vue-là. Concernant les autorisations de programmes prévues, on a le contrat départemental de développement et d'aménagement 2019-2021. Donc c'est le 4e contrat de financement pluriannuel d'investissement signé entre la ville et le département. Donc vous avez les volumes qu'il représente, 7 988 912 000 euros. Donc c'est des choses qui nous permettent de travailler des investissements importants. Et il faut bien le dire que de ce point de vue-là, avec le département, il y a des choses en matière d'investissement importantes. Il y a les travaux de proximité que nous obtenons chaque année, puisqu'on dépose des dossiers de manière régulière pour pouvoir faire ces travaux. Ça a permis par exemple de travailler à la réhabilitation des vestiaires Fasano et du local associatif et des sanitaires publics du Grand Pavois, de la réhabilitation aussi des locaux de l'école Langevin, maternelle Langevin-Vallon, ou de la mise en sécurité des falaises et de la deuxième tranche de la Chèvrerie. Les travaux d'amélioration de la forêt communale, ça aussi financé par le département à hauteur de 50%. Et puis en 2020, le département a créé un dispositif spécifique à la relance et à l'aide au déconfinement dans le cadre de la Covid-19. Donc nous avons déposé et obtenu 5 dossiers de financement, à la fois pour des travaux d'adaptation des bâtiments, le respect des distances sociales et des mesures d'hygiène, l'aménagement des voiries au cimetière de la Haute-Bédoune, l'installation des toilettes publiques automatiques et des aménagements au complexe de loisirs du Grand Pavois. Le dispositif Provence Verte a également été mis en place en 2020 par le CD et la commune a déposé 6 dossiers pour la création en particulier de jardins partagés et d'aménagement pédagogique de biodiversité pour un montant total de financement de 208 976 euros. À ce jour, nous avons 2 dossiers qui nous ont été accordés, nous avons les réponses pour les autres. Et la région nous a attribué un financement FRAP lié au Covid pour la mise en œuvre de travaux pour répondre aux exigences de la crise sanitaire. Cette subvention de 50 000 représente environ 50% des dépenses. Et pour finir, l'État finance dans le cadre de la DETR 2020 le déploiement de la phase 2 de la vidéoprotection pour un montant de 99 029 euros. Donc, cette année, la collectivité déposera environ 5 dossiers de financement auprès du conseil départemental dans le cadre du dispositif de proximité et de Provence Verte. La commune souhaite également s'inscrire dans le contrat d'avenir de la région et de l'État, ainsi que dans les dispositifs d'aide annoncés dans le plan de relance pour financer les projets inscrits dans la programmation. Je l'ai dit tout à l'heure, nous serons très attentifs à ces retours. Et de nouvelles autorisations de programmes seront créées. Nous aurons à travailler aussi dans le cadre de tous ces... Comme nous y sommes engagés à un budget participatif sur la section investissement,
Une première opération devra être concertée dès cette année. C'est un débat, hein, donc allez-y. Hein. N'hésitez pas à faire des remarques. Est-ce que pour les personnes qui sont en vidéo, vous avez des choses, des remarques, des questions? Non, merci Madame la Première adjointe. Simplement, on va déjà rappeler que ce débat d'orientation budgétaire succède à une commission des finances où l'ensemble des élus étaient présents, ce qui explique peut-être le peu de questions, puisque toutes les questions qu'on a pu avoir, on les a posées déjà au cours de cette commission. Donc, simplement remercier les services pour avoir préparé ce débat d'orientation budgétaire dans des conditions un peu difficiles. Merci à la Première adjointe aussi de nous présenter dans ces conditions-là. Tu as rappelé, plus généralement, mais tu as rappelé la difficulté d'un certain nombre de concitoyens, et particulièrement des jeunes. Voilà. Pour information, hier j'étais en réunion avec des étudiants, représentants des étudiants et des personnels universitaires, et la situation elle est dramatique pour eux. Donc, peut-être que l'appel que je peux lancer ici, mais ça n'a rien à voir avec le dogme, mais c'est pas grave, parce que c'est d'utilité publique, c'est que finalement on puisse aussi voir comment on peut se mobiliser, et je sais que c'est déjà le cas de Christine Arnaudot, voir comment on peut se mobiliser pour aider ces étudiants qui sont dans une difficulté assez lourde. Et bon, quand la seule réponse du ministère, c'est de chasser l'islamo-gauchiste, ça laisse songeur quand même sur le peu de réalité, le manque de réalité de ce ministère et de sa ministre, et ça doit quand même interroger un certain nombre de personnes. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de passer au vote. Je vous remercie une nouvelle fois, parce que comme le faisait remarquer Émilien Gauguel-Mazet, nous avons eu une commission des finances avec une participation très importante, et avant des réunions par secteur aussi, où il y a eu une participation très importante. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu de la construction collective dans le cadre de ce débat des orientations budgétaires. Nous aurons l'occasion de revenir dans le cadre du budget, mais de manière plus précise. Et voilà. Et puis merci à la directrice du service des finances qui a pris beaucoup de temps avec chacun de nous pour travailler sur tout ça. Donc voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, 3 abstentions. Donc, votez à l'unanimité. La délibération numéro 2 concerne les finances communales, l'acceptation du don de l'association des Amis de l'Orgue de Septem pour le financement de l'acquisition de l'orgue, pardon, excusez-moi, après le débat des orientations, excusez-moi, de l'église Sainte-Anne. Donc, pour rappel, l'église Sainte-Anne, construite en 1905, est un bâtiment auquel la commune voit le clos et le couvert. Rien n'interdit aux communes d'intervenir sur les éléments patrimoniaux. Ce fut le cas il y a 35 ans pour la toile La Vierge à l'enfant, classée monument historique, et une étude est en cours sur les vitraux. C'est dans cet esprit qu'en 2015, la collectivité proposa de doter l'église Sainte-Anne des ordres qu'elle n'avait jamais eus. Cette décision amena à la création de l'association des Amis de l'Orgue de Septem, présidée par Christiane Caillol. En 2016 était acquis un orgue 8 jeux, fabriqué autour de 1900 par la manufacture Jacot de Rambervillers, dans les Vosges.
Installé jusqu'en 1970 à Josac en Ardèche, il fut remplacé par les grandes ordres de l'église anglicane de Lyon. Il fut acquis longtemps après par la paroisse de Ménil-Aubry dans le Val d'Oise. C'est auprès d'elle que nous en avons fait l'acquisition. En avril 2016, c'est une équipe de bénévoles qui ramena en pièces détachées du Val d'Oise à Septel ces 700 tuyaux et parties en bois. La maîtrise d'œuvre de sa restauration fut assurée gracieusement par Jean-Robert Quin, président des Amis des Grandes Orgues de Roquevert. C'est la manufacture languedocienne des Grandes Orgues de l'Odève qui a obtenu le marché de restauration. L'ensemble du processus dura plus de 2 ans. Les premiers essais d'un orgue combinant des tuyaux plus que centenaires et une numérisation qui triple ses possibilités eurent lieu début de l'été 2018. C'est le 6 octobre 2018 qu'eut lieu le concert inaugural avec Frédéric Lamantia, titulaire des Grandes Orgues du Temple protestant de Lyon. Depuis, plusieurs grands concerts ont eu lieu et la paroisse l'utilise pour ses activités liturgiques et pastorales. La pandémie Covid-19 est venue, comme partout, perturber ses beaux débuts. Ces rappels ne sont pas inutiles pour bien comprendre le sens de la délibération de ce jour. Cette histoire complexe nous a permis d'avoir à Septel un ordre à la fois ancien et totalement moderne pour 98 000 €, quand un orgue neuf de ce type vaut plus de 200 000. Vous connaissez l'esprit économe de notre commune, mais en même temps en faisant beaucoup. C'est le cas avec cet orgue aussi. Dans le montage financier, le conseil départemental a financé 25 000 €, la commune 50 000 et la réserve parlementaire du député Christian Kerr 10 000. Les 13 000 € restants sont le fruit d'une souscription de l'association des Amis de l'Ordre de Septel, démarrée fin 2017. Les noms des souscripteurs ayant effectué leurs dons avant octobre 2018 figurent sur une plaque dans l'église Sainte-Anne. Depuis plusieurs mois, l'association a atteint l'objectif de récolter les 13 000 € pour lesquels elle s'était engagée. Elle souhaite aujourd'hui remettre cette somme à la commune. Nous devons par conséquent délibérer pour accepter cette donation. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 3, dénomination d'une voie publique rue du Thym. Donc la commune s'est engagée dans un projet d'amélioration des adressages sur le territoire communal. Pour ce faire, un partenariat d'aide à la dénomination des voies a été conclu avec la Poste. Un adressage adapté doit permettre de pouvoir être facilement localisé par les fournisseurs, les clients, les agents de la distribution postale, mais aussi des services de secours et de la police. Les dénominations de voies ont été choisies en fonction de l'identité et du contexte géographique du secteur. La voie qui relie les résidences Légionais et les Romarins n'a pas de nom et les nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées AO 145 et AO 181 ont sollicité les services concernés afin d'avoir une adresse précise et un nom de rue et se sont mis d'accord pour la nouvelle dénomination. À cet effet, la voie desservant les parcelles citées ci-dessus sera dénommée rue du Thym, conformément au plan que vous avez en annexe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Votez à l'unanimité. Délibération 4. Adhésion de la Société linéaire de Provence dans le cadre de la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Je passe la parole à Carole Alboréo. Dans le cadre de
de la réalisation de notre atlas de biodiversité communale, ABC, nous avons sollicité la société linéenne de Provence pour mener les inventaires sur le plateau angiosperme. La société linéenne de Provence est une association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1909, dont les activités principales ont pour but l'étude et le partage des connaissances dans le domaine des sciences naturalistes. Cette association a pour objectif de faire progresser les connaissances de la nature et promouvoir les sciences naturelles. Pour ce faire, elle propose plusieurs activités pédagogiques, réunions, excursions, utilisation de la bibliothèque, conférences, ateliers et séances de travaux pratiques. La Société linéenne de Provence a accepté de nous accompagner dans notre démarche de connaissance de la biodiversité gracieusement dans ce cadre. Une sortie et un atelier de terrain sont prévus courant de l'année 2021. En conséquence, je vous propose d'adhérer à la Société linéenne de Provence pour l'année 2021. L'adhésion s'élève à 27 €. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, votez à l'unanimité. La délibération 5, environnement, mise en place d'un cadastre solaire à l'échelle de la commune. Je passe la parole à Ludovic Diméo. Face au défi du changement climatique, à une augmentation du coût de l'énergie et à la nécessité de se rapproprier au niveau local les défis énergétiques, la commune de Septèmes-les-Vallons propose la mise en place d'un cadastre solaire. En effet, cet outil permettra d'identifier précisément le potentiel solaire et les investissements les plus rentables à engager pour les particuliers et les professionnels. Le cadastre solaire est une cartographie à très grande échelle du potentiel solaire de la ville. Cette cartographie sera ensuite mise à la disposition du public à l'aide d'un outil SIG, système d'information géographique, en vue d'informer ce dernier sur le potentiel solaire des bâtiments et de connaître ainsi la rentabilité énergétique et donc économique de la pose d'un système solaire thermique ou photovoltaïque. Pour mettre en place cette technologie innovante basée sur l'outil SIG, il faut avoir recours à des compétences externes de prestataires spécialisés. Cette prestation comprendra les calculs d'ombrage qui doivent être basés sur les dernières données IGN d'une précision de 25 cm en planimétrie, tous les éléments propres à la toiture, comme les cheminées, les chéanciers, et les éléments environnants, comme les arbres ou les autres bâtiments. Cette prestation comprend également le calcul de l'énergie solaire reçue pour chaque mètre carré de toiture et de parking. La modélisation de la course du soleil heure par heure sur chaque mois de l'année, en prenant en compte les ombrages calculés. Le coût de l'étude de faisabilité technico-économique de création du cadastre solaire et de sa mise en place est estimé à 15 000 € hors taxe. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bertrand Conin. Il y a juste une question. Est-ce que le cadastre solaire porte sur le patrimoine communal ou sur tout le patrimoine de la commune? Toute la commune, sur tout le territoire de la commune, et il sera mis à la disposition de la population pour tous ceux qui veulent équiper leur toit ou autre, soit de panneaux solaires pour produire de l'eau chaude par exemple, ou des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite précision, c'est un outil supplémentaire qu'on a dans notre fiche énergie. Voilà, donc quand ceux qui bricolent, quand ils ont un tournevis plat, un tournevis réciproque, ben là il y aura un outil supplémentaire pour pouvoir bricoler. Merci de cette précision. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, votez à l'unanimité. La délibération 6, convention de servitude de tréfonds entre la commune et Enedis au lieu dit La Montagne, parcelle cadastrée A 1388. Je passe la parole à Arthur Mélis. Merci. Comme
convention de servitude de tréfonds entre la commune et Inédis au lieu-dit La Montagne, parcelle cadastrée A 1388, dans le cadre de l'amélioration du réseau d'électricité et afin d'augmenter la puissance des installations de la commune. Il est nécessaire d'implanter une nouvelle armoire électrique et d'enfouir le réseau électrique y afférent. À cet effet, la société Inédis propose le passage souterrain au lieu-dit La Montagne de 400 mètres de ligne électrique dans une bande de 1 mètre de largeur sous la parcelle communale cadastrée section A numéro 1388. Elle propose aussi la pose de 5 coffrets sur socle et la dépose de 8 supports béton et bois de 250 mètres de câbles aériens. S'agissant d'une parcelle en nature de forêt soumise au régime forestier, la commune sera assistée par l'Office national des forêts qui apposera également son visa sur la convention. Il convient de m'autoriser à signer la convention de servitude de tréfonds avec l'entreprise Inédis qui acquittera les frais notariés correspondants. Je vous prie de bien me délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer aux voix. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre. Votez à l'unanimité. Délibération 7. Coopération intercommunale, le rapport annuel sur le prix de l'eau et la qualité des services publics de l'eau et de l'assainissement. Je passe la parole à Arthur Mélis. Merci. Coopération intercommunale, rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau et l'assainissement. Exercice 2019. Synthèse, la loi numéro 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement et son décret d'application numéro 95-635 du 6 mai 1995 prévoit, dans une perspective de transparence vis-à-vis des élus et des consommateurs, un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics concernant l'eau et l'assainissement. Conformément aux dispositions de l'article L. 2224.3 du Code général des collectivités territoriales, un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics doit être présenté à l'Assemblée délibérante afin d'être mis à disposition des usagers. Ce rapport est établi conformément aux dispositions du décret numéro 2015-1820 et du 29 décembre 2015, qui en fixe le contenu et les modalités de transmission pour les collectivités ou EPCI. Après avis de la Commission consultative des services publics locaux du 16 novembre 2020, et conformément à la délibération HN 001 8073-20 CM du 17 juillet 2020, portant délégation de compétences du Conseil au bureau de la métropole, ce document a été approuvé par le bureau de la métropole lors de la séance du 19 novembre 2020, par délibération numéro 20 15896 VM, et nous a été notifié le 13 janvier 2021. Il convient désormais de présenter au conseil municipal comme chaque commune membre. Ce rapport sera mis à disposition du public et en sera avisé par voie d'affiche en mairie et au lieu habituel pendant au moins un mois. Je vous propose d'en délibérer. Merci, monsieur. Si vous voulez prendre connaissance du dossier, il est épais comme ça. Merci, monsieur Mélis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, votez à l'unanimité.
La délibération 8, ressources humaines, adhésion de la ville au dispositif des contrats d'apprentissage. Je passe la parole à Denis Cany. Ressources humaines. La collectivité souhaite s'inscrire à nouveau dans le dispositif d'apprentissage afin de favoriser le développement et la formation professionnelle, ainsi que l'aide à l'action à l'emploi des jeunes 7 et mois. Le contrat d'apprentissage est aussi un bon moyen pour assurer le renouvellement des effectifs communaux susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite dans des conditions favorables pour le jeune comme pour les intérêts de la ville. Le recours à l'apprentissage offre de réels intérêts et des retombées positives pour la ville. Renforcer les outils de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pouvant notamment aider à anticiper les départs en retraite. Valoriser les compétences et les savoirs internes par le biais de maîtrise d'apprentissage notamment, puis intégrer les nouvelles compétences apportées par les apprentis. Permettre de faire connaître la fonction publique territoriale et ses métiers. Participer à l'effort de formation des jeunes et leur intégration professionnelle, avec un enjeu important pour les collectivités qui est de former à un métier en intégrant une culture territoriale et valoriser l'image de la collectivité. Cette démarche peut de nouveau être concrétisée par le contrat d'apprentissage pour le service petite enfance. Ce dispositif s'accompagne d'exonérations de cotisations patronales et de cotisations sociales. Quant à la rémunération de l'apprenti, celle-ci est déterminée au pourcentage du SMIC et en fonction de l'année de cursus d'apprentissage ainsi que le niveau de diplôme préparé. Ce montant varie également en fonction de l'âge de l'apprenti. Les exonérations de charges salariales CSG et CRDS lui seront automatiquement appliquées. Bon. Voilà, donc j'ai l'impression de relire pour la deuxième fois la même chose, puisque nous l'avons déjà l'année dernière. Et je vous demande de bien vouloir en délibérer, à moins que vous ayez des questions. Je vous remercie, Monsieur Cany. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Ceux qui sont pour. Ceux qui s'abstiennent. Ceux qui sont contre. Votez à l'unanimité. Délibération 9, ressources humaines, notification du tableau type des emplois communaux année 2021. Je passe la parole à Denis Cany. Le conseil municipal actualise plusieurs fois par an le tableau type des emplois communaux. Ce tableau type doit aujourd'hui être réactualisé en raison des postes rendus vacants à la suite de mise en stage, de changement de grade ou de mutation, ainsi que les recrutements prévus par la collectivité. Création de 5 postes d'adjoint technique. L'ensemble des modifications porte à 207 le nombre de postes autorisés. Le nombre d'emplois permanents à temps complet effectivement prévu étant de 181. Je vous demande de bien vouloir en délibérer. Merci, Monsieur Cany. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au voix. Ceux qui sont pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre, votez à l'unanimité. Délibération 10, jeunesse, approbation d'une nouvelle tranche de quotient familial et des tarifs applicables au 22 février 2021 pour les activités de l'espace Jeune Septembre. Je passe la parole à Christine Le
conseil municipal doit adopter la nouvelle tranche du quotient familial et les tarifs applicables au 22 février 2021 concernant les activités proposées par l'espace jeune septembre municipal. Il est proposé d'ajouter à la grille tarifaire existante que vous trouverez sur la page 58, qui prend en compte les ressources familiales et la composition familiale, quotient familial, une tranche supplémentaire. Est-ce que vous voulez que je fasse la lecture de cette tranche? Voilà. Donc en fait, on a rajouté une tranche supplémentaire, une tranche des revenus supérieurs. Je vous propose d'en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ceux qui sont pour? Ceux qui s'abstiennent? Ceux qui sont contre? Votez à l'unanimité. Pour finir, je pense que vous avez tous pris connaissance du compte-rendu des décisions municipales. Très bien, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose de clôturer notre séance du Conseil et je vous remercie de votre attention.